Durant l'été 2014, un phénomène viral a enflammé les réseaux sociaux, le Ice Bucket Challenge. Le défi était simple, se verser un seau d'eau glacée sur la tête, puis nominer quelques amis afin de les inviter à faire la même chose. Rapidement, le simple défi entre amis a pris une envergure inattendue, c'est devenu un événement planétaire au service de la lutte contre la sclérose latérale amyotrophique, SLA. Mais connaissez-vous vraiment cette maladie? Commençons par un peu d'étymologie. D'abord, une sclérose est un durcissement ou une cicatrisation. Ensuite, le mot latéral fait référence à la région de la moelle épinière où sont situées les cellules nerveuses qui alimentent les muscles. Si on décortique amyotrophique, on obtient absence de pour A, muscle pour myo et alimentation nerveuse pour trophique. C'est donc une absence de conduction nerveuse qui mène à une diminution du tonus musculaire. Saviez-vous que la SLA est la maladie neurologique causant le plus de décès au Canada, qu'elle est la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer et que c'est en fait une des maladies les plus violentes et graves? Son taux d'incidence est de 2 personnes pour 100 000 au Canada. Elle touche également un nombre plus élevé d'hommes que de femmes et se développe entre 40 et 75 ans, malgré qu'il existe des cas de SLA juvéniles. La SLA est aussi appelée la maladie de Lou Gehrig, en référence à un célèbre joueur de baseball décédé des suites de la maladie. Une autre appellation est la maladie de Charcot, en l'honneur de celui qui a isolé les symptômes de la maladie. Il s'agit en fait d'une maladie neuromusculaire qui s'attaque aux neurones et à la moelle épinière, entraînant une paralysie progressive du corps. Suite au diagnostic, cette maladie à évolution rapide entraîne le décès de la personne atteinte dans les 2 à 5 ans. Précisément, c'est la destruction progressive des neurones moteurs qui fait que le cerveau devient incapable d'initier et contrôler tout mouvement musculaire volontaire. Le manque de stimulation se traduira alors par une atrophie musculaire. Lorsque les signaux ne passent plus du cerveau à la moelle épinière, on peut observer une raideur et une lenteur au niveau des muscles, appelée spasticité. Il est à noter toutefois que les neurones moteurs impliqués n'innervent que les muscles striés. Il n'y a donc pas d'atteinte cardiaque, intestinale, sphinctérienne ou pupillaire. On ignore l'origine de la SLA. À première vue, cette maladie peut se développer suite à une prédisposition génétique. Selon une théorie, les cellules nerveuses seraient détruites par des facteurs environnementaux tels qu'une surexposition aux métaux lourds. Aussi, les infections virales peuvent constituer un autre facteur susceptible de mener au développement de la sclérose latérale amyotrophique. Le glutamate est aussi mis en cause dans les origines de cette maladie. De fait, ce messager nerveux est impliqué dans la transmission des messages entre les cellules nerveuses au sein du cerveau. Lorsqu'il n'est pas éliminé des fentes synaptiques, il s'accumule et peut causer le relargage d'une trop grande quantité de calcium dans les neurones moteurs. Dès lors, cet excès de calcium va entraîner une mort cellulaire. Une autre des causes plausibles du développement de cette maladie est la sensibilité des neurones moteurs aux radicaux libres. Ces molécules sont dévastatrices et endommagent le bagage génétique. Des chercheurs ont observé une anomalie dans le gène de l'enzyme superoxyde dismutase qui détruit les radicaux libres chez certaines personnes atteintes de la forme héréditaire de la SLA. La sclérose latérale amyotrophique est causée par la destruction progressive des motoneurones ou neuronopathie, soit les neurones qui envoient des messages électriques du cerveau jusqu'aux muscles pour initier des mouvements. Les atteintes sont associées aux motoneurones centraux, corticospinaux, ou aux motoneurones périphériques, spinaux et bulbaires. Lors de l'atteinte aux motoneurones centrales, il y a apparition d'un syndrome pyramidal, soit des réflexes ostéotendineux vifs, de la spasticité, des rires et des pleurs spasmodiques, ainsi que la persistance du signe de Babinski, soit la flexion du gros orteil. Voici un des symptômes de la SLA, le rire spasmodique. Si l'atteinte est au niveau du motoneurone périphérique, un syndrome de dénervation motrice sera entraîné, comprenant un déficit moteur, une amyotrophie et des fasciculations, soit des brèves secousses musculaires involontaires. Par contre, lors de l'atteinte du motoneurone périphérique, il n'y a pas d'abolition au niveau des réflexes ostéotendineux. Il est important de retenir que les troubles étant progressifs, tous les signes ne seront pas présents dès le début. Le tableau se complète en effet progressivement. La maladie de la sclérose latérale amyotrophique comprend deux principales formes cliniques, soit la forme spinale et la forme bulbaire. La forme spinale est plus fréquente et représente les 2/3 des gens atteints. Cette forme clinique débute par l'atteinte des membres et peut être caractérisée par des fasciculations. La forme spinale est due à la dégénérescence des motoneurones de la moelle épinière. La forme bulbaire débute par une affection au niveau des muscles de l'élocution,
de la déglutition et ou de la respiration. Dans la majorité des cas, les symptômes au niveau des membres arrivent 1 ou 2 ans après. Cependant, l'évolution des atteintes a tendance à se généraliser à l'ensemble du système moteur dans les deux formes. La paralysie est progressive et entraîne une insuffisance respiratoire conduisant au décès dans les 2 à 3 ans pour forme bulbaire ou dans les 3 à 5 ans pour forme spinale. On peut aussi classer la maladie selon 4 catégories. Les 2 plus fréquentes sont la forme sporadique et familiale. Pour ce qui est de la forme sporadique, la personne atteinte est la seule de sa parenté rapprochée à être atteinte. La SLA familiale est la forme héréditaire de la maladie qui représente entre 5 et 10 % des cas. On fait aussi mention de formes rares de la SLA juvénile qui se manifeste chez les jeunes enfants et la sclérose latérale primaire qui serait une expression bénigne de la sclérose latérale amyotrophique ayant une évolution plus lente. Elle peut évoluer sur plusieurs décennies et l'espérance de vie d'une personne qui en est affectée est semblable à celle d'une personne saine. La personne atteinte va pouvoir démontrer les symptômes suivants: de l'amaigrissement et de la fatigue, une raideur musculaire, un affaiblissement, une atrophie, des crampes ou des fasciculations, de la flaccidité, de la difficulté à avaler, de la difficulté au niveau du langage, un souffle court même au repos, une labilité émotionnelle, de l'hyporéflexie ou de l'hyperréflexie. À mesure que la maladie progresse, un nombre grandissant de muscles et de régions différentes du corps se voit affectés, allant jusqu'à inclure, dans plusieurs cas, les muscles respiratoires qui s'affaiblissent lentement. La SLA n'est toutefois pas reconnue pour altérer les facultés intellectuelles. Il n'existe encore aucun protocole de test diagnostique spécifique à la SLA. La première étape consiste en l'anamnèse, soit la recherche d'antécédents permettant de détecter une maladie de type héréditaire. Vient ensuite l'examen clinique, soit le diagnostic clinique différentiel, afin d'éliminer d'autres affectations produisant les mêmes symptômes que la SLA. Des tests sanguins vont aussi permettre d'éliminer d'autres affections. Une électromyélographie permet ensuite de discerner si la maladie est d'origine musculaire ou de conduction neuromusculaire. On peut également faire des IRM afin d'observer des affections, notamment au niveau de la moelle épinière, pouvant entraîner des lésions neurologiques ou compression nerveuse comme une tumeur. La régionalisation disto-proximale est une autre caractéristique propre à la SLA permettant de préciser le diagnostic. Il est également à noter que plus les maladies progressent, plus il sera évident d'en distinguer les caractéristiques. Premièrement, il faut savoir qu'il n'existe pas de traitement convaincant pour cette maladie. Aucun remède n'a encore été découvert pour traiter la SLA. Par contre, un seul médicament dispose d'une autorisation de mise en marché dans le traitement étiologique de la SLA, soit le Riluzole. Ce médicament semble avoir une double action, soit de bloquer les canaux sodiques et potassiques, ainsi que d'agir sur le métabolisme du glutamate, ce messager nerveux se retrouvant en trop grande quantité chez les patients atteints. Ce traitement, ainsi que les autres énumérés ci-bas, vise à améliorer la qualité de vie ainsi que le confort des personnes atteintes. Ce sont en fait des solutions palliatives visant à retarder l'apparition du handicap. Toutefois, les traitements et médicaments suivants sont utiles pour traiter les symptômes. La sclérose latérale amyotrophique entraîne une atrophie des muscles volontaires au niveau du corps en entier. Cette atteinte musculaire entraîne une perte de mobilité. De ce fait, le patient peut avoir recours à de la kinésithérapie. Cette thérapie occupe une place importante car elle retarde assurément les conséquences fonctionnelles de la maladie. Cette méthode permet d'entretenir la masse musculaire et de lutter contre le raidissement des muscles. Il existe aussi des classes de médicaments, notamment les myorelaxants, qui permettent de soulager les spasmes musculaires ou les contractions brusques. Les patients atteints de cette maladie auront de la difficulté à manger et à avaler, due à l'atrophie des muscles de la sphère bulbaire ou de la gorge. Des médicaments seront donc donnés afin de réduire la salivation des patients. De plus, la dysphagie va provoquer une malnutrition et donc une perte de poids importante chez les patients atteints. Il faut donc remédier à cette situation en effectuant une gastrostomie qui permettra de gaver le patient. La gastrostomie permettra également d'éviter les étouffements et le passage de nourriture vers les poumons. Il va aussi y avoir une atteinte de la fonction respiratoire. Cette atteinte peut aussi être compensée à l'aide de la kinésithérapie qui va permettre d'entretenir la fonction respiratoire et d'évacuer les sécrétions bronchiques, étant donné que les muscles assurant la toux ne fonctionnent plus. Ultimement, les patients souffrant de difficultés respiratoires devront être placés sous respirateur. De plus, la personne atteinte va avoir des problèmes d'élocution, c'est-à-dire un empattement de la parole et une voix affaiblie. Ce faisant, le patient peut avoir recours à l'aide d'un orthophoniste afin d'améliorer ses troubles. Pour conclure, les recherches sur la sclérose latérale amyotrophique ne cessent de progresser.
Les plus de 100 millions de dollars américains amassés en 2014 ont permis de donner un bon coup de main à l'avancement de la recherche. Cependant, il est important de continuer à faire des dons pour soutenir la cause. Les recherches en développement pourraient permettre un jour de préciser les origines et peut-être même trouver des traitements plus efficaces pour guérir cette maladie. En terminant, voici nos projections pour les prochaines campagnes de financement de la sclérose latérale amyotrophique.